Cereant ocopus et clabor. Indubio. Hoc indubio non est. Vous êtes assuré, mon éminent confrère. Il est des signes qui ne trompent pas. Vous avez vu les bubons? Quelque fièvre infectieuse, peut-être. Non. La peste. Ah, elle nous viendrait des soldats de retour d'Orient, alors. Peut-être. En tout cas, c'est le 20e cas autour de Saint-Jean-de-Maurienne. Monsieur le cardinal. Vous savez, l'homme fait bon marché de sa personne, mais le roi, souffrant comme il l'est, a-t-il le droit de contracter la peste? Sans Sa Majesté, il ne saurait être question de poursuivre la campagne. Mais si elle meurt, il n'y aura plus jamais de campagne. Le duc de Savoie... C'est là, le duc de Savoie. Il est en grand dommage. Il n'importe. Le roi est très fiévreux. Sire, j'ai eu l'honneur d'exposer à M. de Richelieu les raisons pour lesquelles il importe de s'en aller. Vous ne m'avez pas convaincu. Sire, je vous supplie de prêter l'oreille à mon propos. Allez, monsieur. Votre Majesté l'a déclaré elle-même. Elle le sait mieux que tout autre. Nous devons tout faire pour briser l'hégémonie espagnole. Nous n'avons pas oublié que voici 40 ans à peine, les Hidalgo occupaient Paris. Qui l'oublierait? Les Habsbourg dominent l'Espagne, les Pays-Bas et le Saint-Empire. Au sud, à l'est, au nord, c'est la tenaille. Les troupes de votre Majesté, c'est vrai, ne sont pas en état d'attaquer la maison d'Autriche. Que ce soit dans l'Empire, en Espagne ou aux Pays-Bas. Pour empêcher la tenaille de se refermer, nous pouvons seulement interdire aux troupes levées dans ces pays de communiquer entre elles. À la condition que les protégés de nos adversaires, le duc de Savoie et le duc de Lorraine, se tiennent tranquilles. Nous tenons les verrous. Les places fortes de Casal et Pignerol. Vous oubliez que Casal et Pignerol sont terres d'empire. Je ne l'ai pas oublié, sire. C'est pourquoi j'ai dépêché le père Joseph assister notre ambassadeur auprès de Ferdinand II. Votre Majesté impériale connaît les bons sentiments de mon maître. Et ceux de Monsieur le Cardinal? Et ceux de Monsieur le Cardinal. Alors, mon bon père, c'est le moment de le prouver. L'Empire connaît trop de malheurs pour courir le risque de se priver de la stabilité. Il faut que mon fils me succède, que les princes électeurs le désignent comme roi des Romains, pour que le jour où je viendrai à mourir, il puisse ceindre la dignité suprême. Chez nous, il y a 5 siècles que les pères n'élisent plus le roi. Je le sais bien. Mais il faut croire, monsieur l'ambassadeur, que chez vous, on s'attache plus aux titres qu'aux fonctions. Père Joseph, est-ce que le roi de France serait enfin décidé à ne pas contrecarrer l'élection de mon fils? Assurément. À ne pas intervenir auprès des princes, aussi bien par de l'argent que des promesses, contre les intérêts de ma maison. Hélas, sire, mon maître n'a nul besoin d'intervenir pour que les électeurs soient mal disposés à l'égard de votre fils. Mais que voulez-vous dire? Ils ont peur, sire. Comme toutes les Allemagnes ont peur. Ils ont peur de moi ou peur de mon fils? Peur de monsieur le lieutenant général de Wallenstein, duc de Friedland. Le duc est ma meilleure épée. Les princes électeurs appréhendent qu'ils ne s'en servent dans l'Empire. Et contre eux. Mais qui me défendra contre les entreprises du roi de Suède? Tous vos vassaux. Et principalement l'électeur de Bavière. Qui est monsieur de Wallenstein. C'est bon, je vais faire en sorte que monsieur de Wallenstein éprouve le besoin de se reposer en Bohême, son état de santé nous inspirant quelque inquiétude. Vous voilà satisfait? Oui, sire. Puisque ces dispositions marqueront dans le même temps la fin des difficultés italiennes. Je vous laisse les mains libres en Italie, je ne soutiendrai pas le Saint-Père. J'entérinerai l'occupation des places de Casal et de Pignerol par vos troupes. Toutefois, je dois y mettre 2 conditions. En premier lieu, déjà, l'élection de mon fils. Ensuite, la cessation définitive de votre aide aux troupes du roi de Suède, Gustave Adolphe.
Vous ne craignez pas de renforcer la position de l'empereur? J'ai vu les électeurs. Eh bien, Nous sommes convenus que le bon sens, l'intérêt leur interdit d'élire le fils de Ferdinand II. joliment joué. Mais vous n'appréhendez pas de soulever la colère de Wallenstein? La colère de Wallenstein, pourquoi? Je l'ai vu longuement. Je lui ai conseillé d'accepter son départ afin de se rendre indispensable. Indispensable quand? Quand le roi de Suède attaquera. Parce que Gustave Adolphe va... Bien sûr. S'il est formellement engagé vis-à-vis de nous, nous le payons pour ça. Comme vous le savez, le roi, mon fils, nous est revenu fort incommodé. C'est donc à nous qu'il incombe la tâche de présider ce conseil. Les affaires avec les puissances étrangères nous portent grand souci. Je vous écoute. Monsieur le chancelier? Madame, Le père Joseph? les communications sont si lentes dans l'Empire en tumulte que nous ne sommes pas informés. Et puis monsieur Joseph réserve ses informations au cardinal. Vraiment, quand je pense que nous en sommes à rechercher un arrangement avec les puissances catholiques, avec nos alliés naturels, avec nos frères... Comme votre majesté voit juste, on poursuit des chimères hors de chez nous. Ce qui nous empêche de travailler au bien de ce royaume. Contre ceux qui se prétendent les bons Français et ne rêvent que bataille, il nous appartient de faire triompher notre programme de bons chrétiens. À l'extérieur, amitié avec les Habsbourg. À l'intérieur, révocation de cette scandaleuse grâce d'Alès, qui conduit le roi non seulement à tolérer les protestants dans les grands emplois, mais encore, ne l'oublions point, à entretenir les écoles de la Réforme. Et cela, vous en conviendrez, mon frère, est l'ouvrage personnel du cardinal. On se demande vraiment pourquoi nous avons gagné la guerre contre les Huguenots. Oh, mais voyons, c'est monstrueux. Il y a, madame, trop de souffrance. Trop de pauvres. Il y a des paysans qui ignorent le goût de la viande. Des manœuvriers qui se nourrissent de racines. D'autres ont voulu conduire la prétendue politique de demain. Nous croyons plus raisonnable, moins glorieux peut-être, de faire la politique d'aujourd'hui. Guerre à la guerre, guerre à la misère. Et tous nos peuples béniront le nom de votre majesté. Et cela peut-il se faire avec le cardinal? Si vous saviez ce que cet homme m'a coûté. Si vous saviez ce qu'il coûte à la France. Pourtant, autrefois, il m'écoutait. Maintenant, il vous ignore. C'est vrai, mais il me doit la pourpre. Il vous retire votre couronne. Alors, que voulez-vous? Ne précipitons pas l'affaire. Le roi semble désirer la paix. Attendons le résultat des pourparlers du père Joseph avec l'empereur et du cardinal lui-même avec ce jeune représentant du Saint-Siège qui s'est en même temps chargé des intérêts du roi d'Espagne. Vous parlez de Mazarin? Monsieur de Richelieu le cajole volontiers. Tout cela ne peut mener à rien. Nous n'en serons alors que plus forts pour faire comprendre au roi qu'il faut changer de politique. Et de principal ministre. Le génie de votre éminence discerne sans difficulté les avantages de la paix. À moins d'être aveugle ou fou, jamais je n'accepterai de proposer à mon maître un traité au terme duquel la place de Pignerol serait restituée au duc de Savoie. Nous l'avons prise et nous la garderons. Il y va de la sécurité du royaume. Un tel geste rassurerait et stupéfierait la chrétienté. Je ne suis là ni pour rassurer, ni pour stupéfier la chrétienté. Mais pour servir le roi de France. Alors ne serait-ce pas le moyen de le bien servir que d'apaiser le Saint-Siège? Brisons-la, s'il vous plaît. Votre éminence me permettra-t-elle de lui parler comme un père? Certes. Rien ne saurait me permettre de dépasser mes instructions. Elles sont intangibles et je ne saurais y contrevenir. Eh bien? Mais j'admets, je comprends, je ressens si fortement les raisons de votre éminence qu'il me prend envie, moi, italien de naissance et serviteur de l'Espagne par occasion, d'épouser la cause que vous avez bien voulu embrasser. Vous autres gens d'Italie, vous êtes prêts à d'étranges ripostes.
allez. Mon mari est seigneur. Reposez-vous. Cela devrait passer. Mon fils, mon roi, comment puis-je me rendre utile? Maintenant, cela va-t-il mieux? Dites-moi, ma fille, vous plairait-il de demeurer? Il nous plaît, madame. Vous avez tous pris connaissance des événements. Et la disparition de mon fils aîné ouvre une ère nouvelle pour la France. Madame, Sa Majesté est toujours là. Sans doute, mais si peu. Il est bien temps. Est-ce bien le moment? Mon frère, pressez-vous d'obéir à notre reine. Monsieur le chancelier? Tout dépend du frère du roi. Je puis vous l'affirmer sur l'instant. Après le temps de veuvage que les convenances nous imposeront, Gaston épousera la reine Anne. Il resserrera les liens avec l'Espagne et l'Empire. Et monsieur le maréchal, il fera de votre frère notre principal ministre. Je n'imposerai aucune décision qui ne soit prise à l'unanimité du Conseil. Fort bien. Voilà qui nous changera de votre prédécesseur. À son propos, Votre Majesté a bien voulu nous faire connaître que sitôt le roi expiré, M. d'Alincourt arrêterait le cardinal. Cette issue me semble périlleuse. Pourquoi périlleuse? C'est là, je vous demande excuse, une solution bâtarde. Bâtarde? Votre Majesté m'entend mal. Monsieur de Guise parlait tout à l'heure d'exil. On en rentre. Monsieur de Bassompierre de prison perpétuelle. On en sort. Il n'est qu'un État dont on ne saurait revenir. Souvenez-vous, le duc de Guise, le maréchal d'Ancre. Pardonnez-moi, madame. Le roi est grand justicier. Nous autres, membres du Conseil, agissons au nom du roi. Nous possédons légitimement le droit de vie et de mort. Monsieur le cardinal écrit comme un chat aux heures de nuit. Je lis, il importe, il m'importe, des Bournais, qui connaissaient son écriture depuis si longtemps. Depuis le temps qu'il apprenait à écrire. Il est vrai qu'il calligraphiait mieux. C'est pour le grand turc. Il importe de développer entre le divan et nous les plus amicales relations de négoce. Pour ce qui va au trafic de la Baltique et à l'ensemble du commerce de mer, cela me paraît clair. Je suis absent depuis des mois et vous n'êtes point au bout de mon courrier. C'est que mon oncle, entre un chat et vous. Et mes chats, comment vont-ils? Ah, celui-là. Quelle merveille. Débournez, vite. Seigneur. Père Joseph, je vous suis et je vous aime, et je vous saurai gré d'appliquer ce précepte. Ne fracasse pas si vite. D'appliquer ce précepte dans votre négociation. Maintenir coûte que coûte les affaires de l'Empire dans le plus grand embarras possible. Embarras possible, c'est cela me passe. Vite, Débournez, vite. Voici 30 ans que vous me demandez de faire vite. Un enfant, la mamelle, s'y reconnaîtrait. Entre le royaume prospère par nos échanges avec les Turcs, les Baltes et quelques autres,
Révérendissime frère et seigneur. Révérendissime frère et seigneur, votre santé? Comme la vôtre. Bonne alors, excellente. Madame. Votre servante? Donc tout va bien, sauf le roi. Je l'avais quitté un peu donnant. Dans les débuts, on avait pris ce malaise à la légère. Maintenant, on songe à l'extrême-onction. La peste? La peste n'est pas seule mortelle. Je suis perdu. Perdu. Vous tenez tout de la reine mère. Il y a bien longtemps que je ne tiens plus rien que du roi. Et si le roi... Ne manquez pas de m'avertir à temps. Cela ne nous rendra nullement mélancoliques. Car nous ne craignons nullement de mourir. Je suis si troublé, monsieur de Saint-Simon. Il vous faut d'abord coiffer celui-ci. Oui. Alors à ce moment, vous m'ouvrez la fenêtre et je crie « Le roi est mort ». Bien, je rentre. Je coiffe l'autre. Je referme la fenêtre. Je la rouvre. Je reviens. Et je crie « Vive le roi ». N'anticipez pas. Tout doit être légal. Mais ne prenez non plus aucun retard. Sortez dès maintenant, montez à cheval, ayez l'œil sur le balcon. L'instant que le grand écuyer apparaîtra, jetez-vous chez le cardinal. Si le maréchal, mon frère, vous y rejoint, laissez-le agir. Quoi qu'il fasse, ce qu'il fera est d'ordre de la reine. Avignon n'est pas loin. Un ministre du roi de France ne passe point à l'étranger. Avignon est terre d'église, et vous êtes cardinal. Il y a 50 cardinaux, mais il n'est qu'un cardinal de Richelieu. Alors gagnez au moins votre place du Havre de Grâce. Vous ne l'avez pas fait fortifier pour rien. Cela sent son féodal d'une lieue. J'aime mieux un féodal vivant qu'un ministre mort. Vous ne me ménagez pas. Je vous aime trop pour vous ménager. Je dois rester, mais vous devez vous mettre à l'abri. Jamais. Vous voulez demeurer, je demeure. Comprenez que le roi vivant, je dois continuer mes travaux. Et suivre l'affaire du père Joseph à Ratisbonne. Le roi mort? Le roi mort, il nous faudra partir dans la seconde. Messieurs, un pauvre capucin est parvenu à nous vaincre. Et qui plus est, tout étroit que puisse être son capuchon, il a réussi à y fourrer 6 bonnets d'électeurs. Notre fils n'est pas désigné comme notre successeur. Et nous avons renvoyé Wallenstein à l'instant même où le Suédois nous attaque. Monsieur l'ambassadeur, Père Joseph, soyez les bienvenus. Je vous ai fait préparer le traité, je vous en prie. Je regrette que la bienveillance impériale soit plus nuancée qu'à l'habitude. Et pour notre part, nous regrettons de ne pouvoir faire mieux, Père Joseph. Nous voulons bien accepter la présence de vos troupes à Casale et à Pignerol, à une condition toutefois. Votre maître doit s'engager formellement, en conscience, à ne plus bailler ses écus au roi de Suède et aux princes réformés de l'Empire en révolte contre nous.
Je pense que ce n'est pas trop exigé. Je rappelle à votre majesté que le traité ne prendra effet qu'après la ratification par le roi en son conseil. Monsieur, c'en est fini de notre grande peur. J'ai prié sans cesse et ma mère avec moi. Mon cœur est en liesse. J'espère que vous ne me trouvez pas trop malhabile à vous soigner, monsieur mon fils. Très habile. Votre tendresse m'est précieuse. C'est beau, la vie. Vous trouvez? Je m'en allais sans regret. Et vous ne songez donc pas au malheur dans lequel vous auriez plongé votre mère et votre famille? C'est incroyable. Sa Majesté était à peine revenue de son dernier évanouissement qu'elle a demandé quand elle pourrait remonter à cheval. Mais qu'était donc ce mal? Les médecins l'ont expliqué à Monsieur de Tourville. C'était un abcès dans l'intestin. L'abcès a crevé et le sang gâté s'est écoulé normalement, délivrant Sa Majesté. Vous avez bien fait de remonter. Votre mission est désormais sans objet. Jusqu'à nouvel ordre. Il est vrai, le cardinal n'est pas Dieu, mais c'est le plus grand serviteur que la France ait jamais eu. Il n'existe pas 10 de vos sujets pour partager votre avis. Pourquoi voudriez-vous que mes sujets résonnassent en roi? Souvent par le passé, le cardinal a montré des qualités que le pouvoir lui a fait perdre. Il n'est point d'autre pouvoir que le mien. C'est quoi ce que l'on dira si vous persistez à conserver monsieur de Richelieu? Est-il préjudiciable à ma gloire de posséder un ministre qui fait bien mes affaires? Vous m'aviez promis, mon fils. Peut-être. Mais l'empereur Ferdinand nous prendrait pour des lâches si nous nous séparions du cardinal au moment de discuter la ratification du traité. Plus tard, à Paris, nous verrons s'il y a lieu de continuer, monsieur de Richelieu. Dans le moment, il doit demeurer dans notre conseil. Les propositions de l'empereur vous agréent. Vous avez toujours manqué d'appétit, monsieur le chancelier. Vous voici rassasié à peu de frais. Nous conservons Pignerol et Suse, soit. Ferdinand reconnaît avant tout notre candidat Charles de Gonzague, soit. Mais nous devons évacuer la Savoie. Et tenez-vous pour rien l'engagement qu'on veut nous extorquer? L'engagement? L'engagement d'abandonner nos alliances avec le roi de Suède et tous nos amis. Nos alliances avec les meneurs de la réforme. Nos alliances avec tous ceux qui, réformés ou non, sont soucieux d'empêcher la maison d'Autriche de dominer le monde. Vous prêtez aux Habsbourg vos propres projets. Nos projets sont ceux de notre maître. Délivrer le royaume du cauchemar de l'invasion. Alors pourquoi risquer de la provoquer? Le roi tient à ses alliances. Les croyez-vous nécessaires lorsque les Huguenots de France, impunis, ne pénétrant guère ces subtilités, prennent prétexte de votre assistance aux réformés de l'extérieur pour recommencer leur tumulte en ce royaume? Ce n'est ni l'heure ni le lieu de revenir sur les dispositions de la grâce d'Alès. Ne comptez-vous pour rien dans les propositions de l'empereur la reconnaissance à notre profit de Metz, Toul et Verdun? Nous y sommes depuis bientôt un siècle. Votre éminence sait que la France a l'impérieux besoin de pénétrer enfin dans une paix profonde. Les laboureurs, quand ils ne rossent ou massacrent les commis de l'impôt, courent la campagne parce qu'ils n'ont ni feu ni pain. Me croyez-vous moins insensible que vos amis à cette grande pitié? En ai-je versé des pleurs sur la misère des petits? Mais le moment n'est plus aux larmes. Certes, le roi s'efforce de remédier à l'infortune de ses peuples par les échanges de commerce et en développant le trafic maritime, mais il n'obtiendra la prospérité qu'en assurant d'abord la sécurité. Tout entendu, avec la même attention et tout bien pesé, j'opine dans le sens de monsieur le cardinal. Nous repoussons le traité de Ratisbonne. L'accord signé pour la place de Casale par les généraux à l'initiative de Monsignore Mazzarini sera respecté. Nous mettons fin à l'état de guerre, mais
fort des déclarations et des arguments de Monsieur le cardinal, nous ne signons point la paix. Nous exigeons une autre négociation. Pour l'heure, nous rentrons à Paris. Je forme le vœu que le voyage ne vous fatigue pas trop. Me fatiguer, non point. La reine-mère, La reine-mère? Parce que, j'ai demandé et obtenu de l'accompagner durant son voyage. singulière requête. Vous croyez, ma nièce, que c'est pour mon plaisir? La reine-mère m'a étrangement soutenu au conseil dans la dernière seconde. Impulsion ou calcul? Vous l'avez reconquise, mon oncle. Je ne sais. En tout cas, il me faut la reconquérir. Ai-je dit à votre majesté ma reconnaissance pour son intervention au conseil? Sans elle, le roi m'eût sans doute donné tort. Non pas sans doute, mais plutôt sûrement. Puis-je savoir pourquoi vous vous êtes déterminé à me soutenir? Pourquoi? Mais parce que j'avais noté la justesse de votre propos. Et quand vous tenez un discours raisonnable, il est tout à fait normal que j'appuie le ministre, même si l'homme a cessé de me plaire. S'il en était ainsi, je serais l'être le plus malheureux du monde. Alors, monsieur, n'inversez pas les rôles. Ce n'est pas moi qui me suis éloigné de vous, mais bien vous de moi. Vous êtes inhumaine. Moi? Inhumaine. Inhumaine, oui. Je ne puis vivre sans votre confiance ni votre affection. Je voudrais bien pouvoir vous garder toute mon affection. Comme un précieux souvenir. Mais comment voulez-vous que je vous conserve ma confiance? Vous ne vous souciez plus de moi. Je me soucie de vous à chaque seconde. Mais vous ne trouvez plus le temps de me parler, de me conseiller. Il vous suffit d'ordonner pour être obéi. Autrefois, je n'avais nul besoin d'ordonner quoi que ce soit. Vous alliez au-devant de mes désirs, rappelez-vous. Comme je voudrais retrouver ces temps d'autrefois. Est-ce possible, monsieur le cardinal? À cette époque bénie, vous daignez m'appeler mon évêque. Ce serait donc possible, mon cardinal. C'est bien. Plutôt non, il conviendrait d'élargir davantage cette fenêtre. Vous pouvez construire ces nouveaux navires. Quant aux échanges avec Kiev et le Turc, il me semble bien vu. Je remercie votre majesté. Vous avez fait tendre votre appartement au Petit Luxembourg? Oui, sire. Avec ces travaux du Louvre, nous partons nous installer à l'hôtel des ambassadeurs. Et comme ma mère est au Luxembourg, nous voici tous à un jet de pierre. C'est vrai. À propos, comment s'est effectué ce voyage avec la reine-mère? Mieux que je n'osais l'espérer. Je dirais même parfaitement bien. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Messieurs, au revoir, monsieur le cardinal. Lisez, monsieur le chancelier. Lisez. Votre Majesté veut que je lise la lettre de monsieur le cardinal. Oui. Vous pourrez mesurer toute la bassesse de l'homme. Je m'ennuierai partout où votre Majesté ne serait point, et sans la permission de la voir, je ne veux plus que celle de mourir. Je souhaiterais pour ma réputation et en faveur du rang que je tiens dans la maison de Dieu... Dites-moi qui lui a donné ce rang. Votre Majesté, je souhaiterais pour ma réputation et en faveur du rang que je tiens dans la maison de Dieu que mon trépas n'intervienne point, que je n'ai reçu votre approbation formelle et retrouvé pleinement vos bonnes grâces. Votre Majesté va répondre? Répondre? Vous voulez que je réponde à l'homme qui m'abaisse et ne songe qu'à s'élever? À l'homme qui, pour un simple air de lutte, croit sortir de ma dépendance, qui n'hésite pas à me piétiner? Il m'impose sa scandaleuse nièce. Il va jusqu'à me suggérer cette alliance outrageante
accepter de marier cette bagasse à mon fils cadet. Après tout cela, réellement, je vous le demande. Cela mérite-t-il vraiment réponse? Jamais. Il va demander audience. S'il vient sous la pourpre jusqu'à votre antichambre, il vous sera malaisé de ne point le recevoir. Je sais un moyen très efficace de lui interdire ma porte. Je vais faire publier que demain, dimanche, fête de la Saint-Martin, je devrais prendre médecine et je ne pourrai pas tenir ma cour. Et conséquence évidente, cette chère éminence se trouvera dans l'impossibilité d'y venir. Mais votre majesté lui a donné raison dans l'affaire du traité. Simplement pour qu'on ne m'accuse pas de partialité. Et à franchement parler, je ne suis pas hostile au maintien de monsieur le cardinal quelques semaines. Pourquoi pas, s'il peut signer un bon traité. Cependant, j'exige qu'il s'en aille après. Et en cela, il me l'a affirmé, je rejoins le roi mon fils. Le roi? Mais oui, le roi. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas à douter de sa promesse. La détermination de sa majesté est absolue? Oui. Et nous sommes au mieux avec notre fils, monsieur le chancelier. Et pour bien marquer l'absence de toute hostilité, je viens gentiment d'accepter de confirmer la petite Combalet parmi mesdames. Et pour être franc, je l'ai fait à la demande du roi. Je la recevrai demain dimanche au cours de la visite que me fera le roi à cette fête de la Saint-Martin. Toutes nos affaires s'en trouveront réglées au mieux. Ça en sera terminé d'un valet qui se voulait le maître. Congédiez nos gens. Nous sommes à un jet de pierre, nous rentrerons à pied. Non, laissez-nous. Permettez-nous de nous enquérir de votre santé. Elle ne serait point désirée si les affaires de l'extérieur ne nous donnaient tant de tourments. Nous formons le vœu de parvenir bientôt à un heureux accord. Et bien que le ciel nous entende, je crois qu'il nous faut aller vite. En la matière, madame, il ne faut jamais trop se hâter. Madonna, cela vient du cardinal. Il vous a recommandé cela parce qu'après le traité... Après le traité, nous avons dit que nous examinerions. C'est vrai, Louis, je vous sais bon fils et bon roi. Bon fils, oui. Mais je ne me soucie que d'être un roi juste. Vous êtes soucieux de l'amour de vos peuples. Alors prenez bien garde de ne point conserver le cardinal plus qu'il ne faut. Veillez à ce qu'il ne brouille votre royaume et vous comme il l'a sournoisement fait entre la France et les autres puissances de l'univers. Vous savez que la marche de l'État ne doit appartenir qu'à vous. Vous savez combien je vous aime. Et lorsque vous menez campagne, vous avez la grande bonté de bien vouloir me confier la régence. Alors reconnaissez, mon fils, qu'il est parfaitement logique que par amour pour votre gloire, je me préoccupe. Je ne vous demande pas de sanction contre le cardinal. Cependant, je ne peux m'empêcher de souhaiter le voir tout de même retourner à une messe qu'il ne dit pas assez souvent. Il était convenu que... Votre Majesté. Que voulez-vous? Je viens, madame, m'enquérir très humblement des volontés de votre Majesté. Vous enquérir de mes volontés? Vous vous moquez? Voilà un discours bien neuf dans votre jeune bouche et qui surprend. Vous êtes ici parce que vous m'êtes imposé par la tyrannie du cardinal, par le mauvais prêtre. Oui, par celui dont vous osez partager la Madame, demeure. je suis au désespoir d'avoir pu... Je suis au désespoir. Sachez que votre présence à la cour est un véritable outrage pour moi, pour vous, monsieur. Cette jeune personne partage le toit d'un mauvais prêtre devenu cardinal par mon égarement, je le reconnais. Il existe des forteresses où l'on enferme des filles publiques. J'implore votre Majesté. Madame, ce n'était point là nos conventions. Oui, des forteresses où l'on enferme les filles publiques. On leur coupe la chemise, ras le cul, on les fouette, les saloperies de votre engeance. Et encore, elles sont bien moins dégueulées que vous. Elles n'affichent pas des allures de veuves.
Pauvre putain, sale ordure de chiaterie comme votre oncle. Et c'est avec la fortune que je lui ai remis qu'il vous entretient. C'est assez en avoir entendu. Retirez-vous. Non, vous ne vous retirerez pas. C'est moi qui vous chasse. Vous et toutes les créatures à la solde du cardinal. Les salauds et les putassiers qu'on m'imposait dans cette maison. Oh, comme on respire mieux maintenant que j'ai enfin balayé toute cette charogne-là. Oh, mon fils. Ces gens-là me feront mourir. Qu'on ferme toutes les portes de mon appartement. Toutes, tu m'entends? Que nul ne vienne déranger ma conversation avec le roi. Oh, monsieur. Si vous saviez qu'il est dur de subir pareil outrage alors que l'on se trouve chez soi. Disiez-vous vous rendre chez moi? Vous prétendiez malade? Monsieur le cardinal. Pas d'explication. Voilà qui me suffit. Vous n'allez pas plus avant. Un esclandre inimaginable. Toutes les portes ont été verrouillées derrière moi. Tout ce qui donne sur les appartements de la reine-mère. Rentrez vite chez nous. Mais- Vous oubliez que je suis surintendant de ce palais. J'en ai dirigé la construction, j'en connais tous les détours. Essayez de sécher vos larmes. Je vous supplie de me croire, monsieur. Il est impérieux de vous défier du cardinal, c'est la peste. Madame, s'il vous plaît, mettez plus de sérénité dans vos critiques. Je m'assure que vous parliez de moi. Aucunement, monsieur. Avouez-le donc, madame. Eh bien oui. En effet, nous parlions de vous comme du plus ingrat et du plus méchant des hommes. Qu'il me soit permis d'implorer le pardon de votre majesté. Mon pardon, Poverine. Ce serait perdre mon honneur. Vous n'espériez tout de même pas que je m'abaisserais à pardonner une fois encore. Oh, monsieur le cardinal, vous jouez à merveille la comédie. Eh bien, je me permets de vous dire que vous n'êtes qu'un fourbe. Tout ce que vous faites n'est que pure momerie. Un manège, vous venez de me tromper une fois encore. Que la plus glorieuse des... Ah, ça, il suffit! Je ne sais rien de plus vil que vous. Pas même ce que je dépose au fond de ma chaise. Je vous ai offert 1 million en or. Je vous ai donné la croix de votre chapelle. Et voici, fils de pute, qu'à peine sorti par moi de la fange, vous manigancez de marier mon fils Gaston à votre ordure de nièce. Et dans quel but? Pour qu'elle monte un jour sur le trône de France. Vous n'êtes qu'un torche-cul. Eh bien, les torche-cul, ça se jette. Madame, vous nous désobligez, vous nous torturez. Songez à la dignité de la couronne. Perfide, ingrat, pauvre immondice. Vous trompez le roi. Vous trahissez l'État. Madame, plus de modération. Louis, je ne pourrai plus assister à vos conseils, ni me trouver ne fût-ce qu'une minute, en quelque lieu que ce soit avec ce monsieur. À vous de choisir, mon fils. Ou vous vous séparez de cet homme, ou de moi. Alors je supplie votre majesté de bien vouloir me permettre de me retirer n'importe où pour passer le reste de mes jours en repos. Car il ne serait pas juste que votre majesté me continuât dans le ministère contre les volontés de sa mère. Ni le temps, ni le lieu d'en délibérer. Dois-je en déduire que vous préférez un valet à votre mère? Je supplie votre majesté de m'entendre. Monsieur le cardinal, relevez-vous et disposez. Monsieur de Saint-Simon. Je suis bien heureuse que vous ayez décidé d'écourter ce pénible entretien. Bien pénible. Il est vrai, madame. Mon fils.
Peut-être conviendrait-il de s'assurer pleinement de la victoire. Pourquoi? Je la trouve complète, notre victoire. Serait-il loisible de déposer aux pieds de votre majesté l'hommage de mes compliments? Je vous remercie, monsieur d'Épernon. Je sais maintenant pouvoir compter sur les grands de ce royaume. Vous me permettrez de revenir enfin à une politique plus heureuse. Il est arrivé que parfois mon fils me chagrine, mais vous devez tous reconnaître qu'il m'est joliment revenu aujourd'hui. Comment votre majesté a-t-elle arraché la victoire? J'ai tout simplement demandé au roi, mon fils, de se prononcer entre le cardinal et moi. En bon fils, il a donné sa préférence à sa mère. Mes amis, il nous incombe d'honorer la sage décision que vient de prendre le roi. Pour cela, la joie doit régner entre ces murs. Je vous invite à danser. C'est un autre personnage qui va bientôt danser. La plus terrible offense jamais faite à la couronne. Il ne se défendait pas. Sa raison même l'abandonnait. Car il a ses nerfs, monsieur le cardinal. Il ne savait même plus expliquer le bien du royaume. Il est vrai que notre mère lui en parlait moins que des personnes. Tout cela dans notre cour, sous nos yeux. Ah, il eût mieux valu qu'un boulet nous emporte à la tête. Pouvions-nous penser que le cardinal ne vaudrait jamais une telle humiliation? Donnez un avis. Sire, il ne m'appartient pas. Nous vous l'ordonnons. Je suis bien fâché de me trouver dans le détroit forcé d'un tel choix. Hâtez-vous de grâce, hâtez-vous. Je ne fais que ça. Où irons-nous, madame? Nous dormirons ce soir à Pontoise, puis nous essaierons de gagner le Havre de grâce. Si nous y parvenons, il connaîtra un instant de répit que nous ne soyons derrière les bonnes murailles de ma place de guerre. Mais nous n'atteindrons pas le Havre. Une fois sortis de Paris, nous crèverons les chevaux. La prévôté royale ira plus vite que nous. Et alors, où que nous soyons sur la route, quand on apprendra ma chute et mon arrestation, le peuple me massacrera. Souvenez-vous de ce pauvre Concini. Après la pistolade, on lui a volé ses vêtements, on l'a enterré, déterré, rôti et pour partie mangé. De grâce, Desbournais! Ah, mon ami, vous êtes assez bon pour venir me dire adieu. Non, monsieur le cardinal. Non. Non, je n'ai aucune raison de vous dire adieu. Pourquoi cela? Parce que vous ne partirez point. Du moins pour l'instant. C'est ma seule chance. Le roi vous a-t-il ordonné de sortir du ministère? C'est pire, il ne m'est point venu en aide. Monsieur le cardinal, demeurez. Qui quitte la partie la perd. L'ai perdu. Votre gloire vous commande de rester ici, tant que vous n'en êtes point assuré. Comte de Tourville? C'est un tel remue-ménage dans cette demeure que l'on n'annonce même plus. J'ai un pressant message pour son éminence. Parlez, monsieur. Ce ne peut être qu'en confidence. Nous sommes en confidence. Monsieur de Saint-Simon m'envoie prévenir votre éminence que le roi est parti pour Versailles et qu'il conviendrait qu'elle s'y rendît. C'est un ordre du roi? Non point, monseigneur. Ce n'est pas un ordre du roi. On veut m'arrêter hors Paris, sur le chemin de Versailles. Faites des excuses. Mais les sentiments que vous porte monsieur de Saint-Simon excluent une possibilité de piège. Il croit seulement que votre éminence doit s'expliquer avec le roi. Admettons. Est-ce là une garantie? Vous fallait-il des garanties quand vous avez commencé de remettre debout ce malheureux royaume? Je n'en peux plus. Trouverez-vous le repos sans connaître votre sort? Vous me tuez. Un cardinal se doit de ressusciter. Vous faites bon marché de sa vie. Mais pas de son honneur. À Versailles. Continuez, dansez.
J'ai tout lieu de me réjouir au pied de la Madone, monsieur de Marillac. Mon fils m'a prouvé son amour par la décision qu'il a prise. Le saint nom de Dieu soit béni. Monsieur le chancelier, Sa Majesté vous prie et au besoin vous ordonne de gagner Versailles sans tarder. Madame, je remercie de cette élévation, Votre Majesté. Écoutez, écoutez, le roi appelle Monsieur de Marillac. Le roi appelle Monsieur de Marillac. Vous savez ce que cela signifie? Aidez-moi à sortir mon fils d'Aristide. Vous éprouverez, nous vous l'affirmons en conscience, les bienfaits d'un gouvernement paternel. À Versailles. Voilà, messieurs. Au nom du roi, arrêtez. Je dois m'assurer de votre maître. Le voilà. C'est bien. Nous allons le recevoir. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour le royaume. Vérifiez, monsieur. Le sceau du Dauphiné, celui de Navarre et celui de France. À rapporter au roi. Maintenant, monsieur, vous plairait-il de me faire place dans votre carrosse? Sire, monsieur le cardinal, nous avons en vous le plus fidèle et le plus affectionné des serviteurs qui soient au monde. Sire, je demande la grâce de sortir du ministère. Je ne voudrais point apparaître comme la cause d'une rupture si douloureuse entre votre Majesté et sa mère. Nous sommes plus obligés à notre État qu'à notre mère. Au demeurant, lui auriez-vous manqué que nous vous aurions abandonné. Mais nous savons bien qu'elle n'a aucun sujet de se plaindre de vous. Continuez à nous servir comme vous l'avez toujours fait, et nous vous maintiendrons contre les intrigues de vos ennemis. Vous ne demandez pas où nous vous menons. Je vous demanderai seulement, si la route doit être longue, de m'arrêter pour les offices divins. Le chancelier est interné à Châteaudun. Son frère, le maréchal, arrêté dans son camp et déféré à des juges aux ordres. Oh, je sais tout cela, monsieur d'Épernon. Faites un vacarme, madame, faites un vacarme. Vous savez bien que nous autres, nous tirons l'épée comme au temps du roi Henri III. À quoi bon, voyons, vous ne connaissez pas le cardinal. Pourtant... Vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas d'homme plus abattu quand la fortune lui est contraire. Mais il devient plus redoutable qu'un dragon quand il a le vent en poupe. Je demande à votre Majesté de bien vouloir faire excuse. Que voulez-vous? Monsieur le duc d'Épernon. On me connaît. Le roi vous donne 24 heures pour quitter Paris. Mais... Cet ordre s'applique également à monsieur le duc de Bellegarde. Et si je
Monseigneur, je n'aurai pas l'impertinence de bailler un conseil à un duc et père. Mais qu'il me soit permis de vous informer qu'au regard de quelques autres, la mesure est clémente. La mesure est clémente. Voyez le maréchal de Marillac. Il a été décapité ce matin. Marillac? L'infâme, il a osé. Non, non, non. Nous sommes plus obligés à notre état qu'à notre mère. Il s'est déchiré le cœur, le stoïcien, en prononçant ces mots-là. Et dès lors qu'il le proclamait, tout devenait possible. Pourquoi avoir fait décoller le maréchal de Marillac? Le roi y tenait. Pas vous? En d'autres occasions, j'ai voulu des exemples, mais cette fois, j'avais demandé une amnistie générale. Sans la reine-mère, me voilà privé de toute charge de cour. Ma nièce, il vous en sera trouvé une autre. C'en est fini des colères de Junon. Elle s'en est allée porter son courroux aux Pays-Bas. Vous l'avez incité à sa petite évasion. Et sa sortie a été une purgation salutaire. Eh bien, Père Joseph, des nouvelles de l'empereur? Ah, notre ami l'empereur. Ah, tenebroso cavernoso. Vous le comparez parfois au prophète Ézéchiel. C'est que le Père Joseph a toujours été les deux à la fois. L'empereur est en grande difficulté depuis que nous avons mis fin à nos litiges par les traités de Cherasco. Sans les traités, la cabale se fut relevée. Sa Majesté impériale, malgré le rappel et les prodiges de Wallenstein, est bien irritée par l'avance de Gustave Adolphe. Nous allons enfin briser la tenaille habsbourgeoise.